lendemain de la communication de la Réserve fédérale américaine, c'est Thomas Koster qui nous rejoint pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour à vous Thomas. Je ne sais pas si les marchés et Jérôme Powell se comprennent mieux ce matin. Des marchés qui estiment que la Fed est peut-être déjà trop en retard au regard de l'inflation qui nous attend. Et Jérôme Powell, hier soir, qui semble, lui, très à l'aise avec le réglage de sa politique monétaire qui restera inchangée au moins jusqu'en 2023, nous a-t-il dit encore hier soir. Tout à fait. Alors deux choses à noter. D'une part, j'ai envie de dire une différence dans le cadre théorique. On a une Fed qui a une nouvelle stratégie très dovish qui s'appelle le ciblage d'inflation en moyenne, et on a un marché qui tout simplement n'y croit pas, qui croit que, au vu de la croissance estimée cette année, plus de 6%, et aussi des perspectives d'inflation, que la Fed n'aura pas de choix que de resserrer la politique monétaire bien plus tôt. Donc, on a un marché qui, en tout cas, quand je regardais, on est autour de 1% des taux à la fin de 2023 pour le taux 3 mois Libor, alors que la Fed dit on en sera toujours à zéro. Donc il y a en effet une complète incompréhension, mais qui est vraiment liée au cadre d'analyse des facteurs économiques. On a l'impression au final que le marché reste coincé dans une lecture qui est plutôt celle de la fameuse Taylor Rule. On est plutôt dans un schéma type années 90 pour le marché. Donc bref, une incompréhension entre les deux. Et évidemment, deuxième chose, c'est que Jérôme Powell s'est montré très serein, même peut-être un peu trop serein à mon avis, sur la montée des taux longs. Donc en gros, c'est un message implicite au marché de dire vous avez un boulevard devant vous, les taux peuvent encore monter. Comment vous expliquez cette incompréhension qui n'est pas nouvelle, Thomas, mais ça fait un moment quand même que désormais la Fed explique le changement de sa fonction de réaction qui intervient après des travaux approfondis qui ont été menés quand même au sein de la Fed. Ça a été tout le moment de cette revue stratégique. Comment vous expliquez que, alors, soit la Fed n'arrive pas à expliquer sa nouvelle fonction de réaction, soit le marché fait la sourde oreille. Mais comment est-ce que vous expliquez justement qu'on en soit encore dans ce dialogue de sourds aujourd'hui, Thomas ? Oui, tout à fait, parce que je pense qu'en effet, la Fed n'a pas forcément été claire sur tous les tenants et aboutissants de la nouvelle stratégie. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus, la nouvelle stratégie de ciblage d'inflation est en fait dépasse beaucoup plus le cadre de l'inflation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ajoute à la Fed des mandats implicites. Un mandat implicite important, c'est qu'on va demander à la Fed d'aider au financement du déficit. Un autre mandat, c'est que la Fed est de plus en plus prise dans les considérations sociales. On sait que la Fed porte beaucoup d'importance à l'emploi des minorités, au sous-emploi aux États-Unis, donc il y a presque une casquette sociale. Bientôt, il y aura une casquette verte, comme la Banque d'Angleterre. On demandera aussi d'aider au financement de la transition écologique. Donc bref, tous ces nouveaux mandats, et plus le fait qu'on est dans une économie avec beaucoup de dettes, puisque le ratio de dette totale, on est presque à 300% du PIB. Donc tous ces mandats implicites font qu'il y a des contraintes énormes sur la montée des taux. Donc voilà, je pense que le marché, lui, s'arrête à une vision un peu simpliste, qui est liée à une tradition historique, qui est que quand l'inflation est à 2%, on monte les taux, point barre. Voilà. Encore une fois, ce qui m'étonne, c'est qu'on pourrait attendre de la Fed qu'elle prenne une casquette de professeur, en tout cas un peu plus marquée, et notamment parce que une partie de la hausse des taux 10 ans est liée aux attentes de la Fed et au fait que le marché s'attend à une hausse des taux de façon beaucoup plus prématurée et de façon aussi très forte. La pente de courbe des taux pricée par le marché est très forte, puisqu'on arrive en 2026 à autour de 2,5% d'après les euro-dollars. Donc c'est assez fort. Donc encore une fois, voilà, il y a un fossé qui est là. Pas de pushback pour le moment, ou en tout cas un pushback assez naïf et assez faible de la part de la Réserve fédérale. Et ça, comment vous l'expliquez, Thomas ? C'est pas la première fois que vous nous faites part effectivement de votre scepticisme par rapport à l'attitude de Powell sur la correction du marché obligataire. Et c'est vrai que Jérôme Powell, jusqu'à présent, tient toujours le même discours. Les mouvements ne sont pas suffisamment désordonnés pour que la Fed intervienne plus massivement encore sur ces marchés obligataires. Enfin, de quel type d'indicateur est-ce que Jérôme Powell dispose pour affirmer qu'il est à l'aise avec cette situation ? Comment vous expliquez effectivement le fait que Jérôme Powell reste nonchalant pour l'instant face à ces tensions obligataires, Thomas ? Tout à fait, et ça revient au point que je disais avant, c'est que peut-être la Fed n'a pas tout dit, y compris par rapport notamment au prix des actifs, au prix de certaines actions. Est-ce qu'il y a un souhait caché de voir un certain dégonflement de certaines poches du marché ?
Peut-être, mais dans ce cas, ce serait bien de le dire au marché, parce qu'encore une fois, on est dans beaucoup de non-dits à la Fed. Bref, je pense que si c'est une approche trop littérale, l'approche est peut-être un peu trop naïve par rapport à la hausse des taux, parce que la hausse des taux finira par avoir un impact sur l'économie américaine, notamment sur le marché immobilier. On sait très bien que quand on a une montée des taux de plus de 100 points de base en 6 mois, on a tout de suite un coup d'arrêt sur le marché immobilier pour 6 à 9 mois. Donc ça, on va, à mon avis, le voir sur les données économiques. Alors c'est vrai que Jérôme Powell, lui, regarde les indicateurs de conditions financières de façon beaucoup plus globale et agrégée, qui prennent en compte le dollar, les prix des actifs boursiers et aussi les taux d'intérêt court terme, long terme. Mais voilà, je pense il faudrait un peu avoir une approche un peu plus fine de la part de la Réserve fédérale sur cette hausse des taux longs qui, je le rappelle, est quand même très importante. Si vous regardez la vitesse d'augmentation des taux et en particulier sur l'augmentation de la prime de risque du marché obligataire, la term premium, on est sur des niveaux comparables au taper tantrum de 2013 quand même. Ouais, effectivement, c'était un mouvement déjà quasiment 150 points de base par rapport au point bas. On était tombé à 0,50 sur le 10 ans américain au mois d'août dernier. On est à plus de 1,70 désormais sur ce même 10 ans américain. La prime de terme qui montre toute cette incertitude qu'il y a quand même dans le marché obligataire. Il y a les anticipations d'inflation, mais il y a également une bonne dose d'incertitude également qui se reflète dans cette prime de terme du 10 ans américain. Thomas, je suis encore frappé par la vitesse de déploiement de l'arsenal budgétaire américain. Si on passe sur le côté fiscal et budgétaire, l'American Rescue Plan a été signé, je crois, la semaine dernière. Les premiers chèques sont déjà arrivés chez 90 millions de foyers américains, je crois, pour plus de 240 milliards. Alors, je ne voudrais pas qu'on bascule sur le terrain de la comparaison avec l'Europe, parce que sinon, ça risquerait d'être désagréable pour nous. Mais quand même, la vitesse de déploiement de l'arsenal budgétaire. Et maintenant, on commence à rêver à un plan d'infrastructure qui serait déployé peut-être au même rythme. Est-ce qu'on va un peu trop vite, là, quand on imagine ce genre de scénario désormais, Thomas ? Tout à fait. Et je fais juste un rappel sur le marché obligataire, parce que là, c'est intéressant. On parle maintenant de croissance. Est-ce que la prochaine étape pour le marché obligataire, c'est pas une montée des taux réels liée à la croissance économique ? Ça, c'est un point à surveiller. Pour revenir au deuxième trimestre, il est fort à penser qu'on aura un boom de la croissance économique américaine au deuxième trimestre. On a vu de nombreux États qui réouvrent. Et en plus, on a ce support budgétaire dont vous parlez, les fameux chèques de 1 400 $, en plus des chèques de 600 $ qui ont été reçus au mois de janvier. Donc ça, c'est évidemment... Et en plus, vous avez un problème de température. Il y a eu au mois de février une vague de froid. Donc on a non seulement les chèques, mais en plus un réchauffement de la température et la sortie de l'hiver. Ça va faire un très bon cocktail pour la consommation, a priori, au mois de mars. La chose à souligner, c'est que Joe Biden reste prudent pour la réouverture. C'est le 4 juillet, d'après lui, pendant Independence Day, la vraie réouverture de l'économie. Mais je pense qu'il y aura une telle pression, notamment évidemment des citoyens et de l'économie pour réouvrir avant, qu'on verra dès le deuxième trimestre de très bons chiffres et potentiellement des chiffres à 2 chiffres pour la croissance du PIB trimestre sur trimestre annualisé. Et sur le plan d'infrastructure, Thomas, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que la partie politique s'annonce plus compliquée que prévu ? Je pense qu'en effet, on peut dire ça, la partie politique sur le plan d'infrastructure est plus compliquée que prévu. Ça prend du retard. Je note que ça prend du retard. Le plan devait être initialement annoncé au février, puis c'est ensuite mars. Là, on arrive bientôt fin mars et ça n'avance toujours pas. Ça a l'air de bloquer. Encore une fois, il y a deux pans. Il y a un pan positif qui est potentiellement de nouvel investissement dans les énergies vertes et sur les infrastructures traditionnelles. Mais il y a aussi il y a le yin et le yang. Le yang pourrait être aussi une montée des impôts des entreprises. Donc ça sera aussi à surveiller. Bon, le dernier étage de la fusée, en tout cas, ce plan d'infrastructure qui devient une arlésienne aux États-Unis. Ça fait quand même des années qu'on en parle, mais c'est vrai que ça fait partie, évidemment, du mandat de Joe Biden. Merci beaucoup, Thomas. Thomas Koster, qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management.